va commencer. Bonsoir à tous. Bonjour. Bonsoir à tous. Bienvenue donc pour cette deuxième rencontre républicaine avec cette question: la France est-elle toujours souveraine? Les rencontres républicaines, ce sont une association, un club politique qui vise à fédérer les courants politiques et intellectuels qui se disent souverainistes, républicains, gaullistes, qui défendent la République sociale une et indivisible. Alors nous organisons ce soir une conférence. Nous voulons créer des dynamiques pour permettre effectivement que toutes ces formations se mettent en ébullition politique. Tous ceux qui sont intéressés effectivement pour rejoindre notre association, des bulletins d'adhésion sont disponibles à l'entrée de la salle. Et je vous en remercie déjà, tous ceux qui souhaitent aussi participer financièrement, parce que cette salle a aussi un coût. Une urne est présente également à l'entrée de la salle. Donc la question du soir: la France est-elle toujours souveraine? Je l'avoue, c'est une question qui est provocatrice. Souvent, quand on a créé ce débat, j'avais ce genre de remarque: c'est une question rhétorique. Évidemment que non, elle n'est pas souveraine, la France. Eh bien, je vais vous poser une autre question. Ne sommes-nous pas dans une zone grise? La France, finalement, ce n'est pas comme le Québec. La nation au Québec n'a pas d'État. Les Québécois recherchent leur indépendance. Les Français sont indépendants, ils ont un État, c'est l'État-nation. Et le titre premier de notre Constitution, c'est de la souveraineté. Donc, en soi, le peuple se doit d'être souverain dans un espace géographique, l'État. C'est la République. Malgré tout, je suis d'accord, cette souveraineté est de plus en plus limitée, notamment depuis ces 40 dernières années. Mais nous élisons, nous, peuple français, la nation, nous élisons nos représentants politiques, un président. Et c'est vrai que depuis 40 ans, cette souveraineté, elle échappe un peu à cette France, petit à petit, parce que nos représentants politiques ont voulu fondre notre État-nation dans un ensemble qu'ils ont voulu libéral, voire fédéral. Malgré tout, la France, c'est la deuxième puissance économique d'Europe, si on ne compte pas le Royaume-Uni, puisque le peuple a choisi, me semble-t-il. Elle peut dire non. Elle peut dire non aux critères de Maastricht, par exemple, les 3%. Elle peut se faire imposer, du coup, des sanctions financières. Mais la France peut refuser ces sanctions financières, puisque l'Union européenne n'a pas de pouvoir coercitif sur la France. On ne va pas envoyer la plus grande armée, c'est-à-dire l'armée française, pour faire imposer des choix à la France. Donc la France peut retrouver sa destinée politique, peut retrouver une part de souveraineté. Donc le débat n'est peut-être pas aussi tranché. Et pour, évidemment, intervenir sur le sujet, nous avons cette responsable politique, ici présent, que je vais présenter. Donc, en bout de table, Coralie Delhomme, essayiste, qui a écrit notamment de nombreux livres sur l'Union européenne, en particulier avec l'économiste David Kella. Coralie Delhomme est également... Et ce n'est pas fini, parce que Coralie Delhomme est aussi à l'initiative d'une pétition demandant un référendum sur la privatisation d'ADP. Et c'est là aussi où c'est intéressant, parce que la souveraineté n'est pas que politique, elle est aussi économique. C'est-à-dire que nos élites politiques, qu'on a élues, eh bien, peuvent effectivement léguer cette part de souveraineté parfois au marché et au privé, mais je pense que Coralie Delhomme le présentera mieux que moi. Jean-Pierre Létron, donc président de la Fédération 92 du Mouvement républicain et citoyen, conseiller municipal également à Bourg-la-Reine, également cofondateur des Rencontres républicaines. Claude Nicollet, membre du Mouvement des citoyens, candidat à la mairie de Dunkerque. Vous êtes un proche de Chevènement, ça aussi, c'est vrai. C'est vrai également. On est plusieurs. Ouais, exactement. Jean-Philippe Mallet, vous êtes député
aussi proche de Jean-Pierre Chevènement, puisque vous êtes aussi membre de République Moderne, le club politique de Jean-Pierre Chevènement. Mais vous êtes donc ancien député et membre vice-président d'Oser la France, qui est présidé par Julien Aubert, le député Les Républicains, qui est actuellement en campagne pour la présidence de son parti des élections qui auront lieu mi-octobre. Georgi Kuzmanovic, président de République souveraine, ancien insoumis, ancien conseiller sur les questions internationales et de défense de la France insoumise. Pour le dire vulgairement, vous avez appartenu, comme votre voisin d'ailleurs, à la frange qu'on appelle souverainiste patriote au sein de la France insoumise. Et donc, j'en viens naturellement à votre voisin, François Coq, également ancien insoumis, conseiller municipal adjoint au maire à Champigny-sur-Marne. Et vous êtes aussi animateur des Constituants. Vous allez peut-être nous le présenter tout à l'heure, ce mouvement. Dominique Jamais, président ou cofondateur de l'Unité nationale citoyenne. Vous êtes aussi essayiste. Et forcément, quand je vous vois aussi, j'ai une pensée émue pour Éric Raoul Duval, qui nous a quittés dernièrement, qui était un combattant politique, un combattant gaulliste, un peu de l'ombre, et qui était effectivement le promoteur de ce genre de rencontres. Donc avant de donner la parole en premier lieu à M. Coq, François Coq, ici présent, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un bon débat, et j'espère que vous profiterez de ces échanges. Merci. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être là et d'être là dans ce cadre qui se veut aussi une forme de passerelle et un lieu de réflexion et d'émulation collective dont nous avons bien besoin dans la période par rapport aux défis que nous avons à affronter. Bon, alors, écoutez, ce que je vous propose, c'est que comme la durée impartie à chacun, et pour éviter sans doute beaucoup de redites, la durée impartie à chacun est assez limitée, je ne vais pas rentrer dans la technique parce que cette question n'est pas une question technique. Et d'une certaine façon, on a déjà plus ou moins répondu à la question puisque la réponse est dans la question. La France est-elle encore souveraine? On est tenté de dire immédiatement non. Elle n'est pas souveraine, elle n'est plus souveraine en tant qu'État, pour toutes les raisons que vous connaissez, qu'on ne va pas forcément redévelopper là, en repassant par l'acte unique, en repassant par le traité de Maastricht, en allant jusqu'aux périodes plus récentes avec le TSCG, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, le semestre européen, et le fait que même sur les questions budgétaires, le Parlement national n'est plus le premier saisi, mais que la Commission européenne se permet, avant même la représentation nationale, de fournir des recommandations à notre État. On pourrait citer les exemples à l'envi, mais en tant qu'État, nous sommes tentés de dire que la France n'est plus souveraine. Je serais tenté de dire aussi que le peuple en tant que tel n'est plus souverain. Il n'est plus souverain en France et d'une manière générale, je vous invite à avoir une vision d'ensemble sur le fait que la souveraineté populaire est remise en question dans la majorité des pays d'Europe qui sont rentrés dans une phase nouvelle de l'État démocratique, qui est ce que j'appelle aujourd'hui la démocratie minoritaire. Entendez bien que en Europe et en France en particulier, le règne du bipartisme qu'on a connu pendant une trentaine d'années a conduit à un moment donné à des situations de blocage où les gens ont refusé de déléguer leur vote et leur souveraineté un coup à toi, un coup à moi, sachant que la politique des uns et des autres était toujours plus convergente. Et donc, à un moment donné, les gens ont dit stop dans les urnes. La réponse de système qui a été apportée a été, vous l'avez noté, à partir de la décennie 2000, la situation des grandes coalitions. Celle qui fait qu'à un moment donné, en 2014, 16 des 28 pays européens étaient dirigés par des gouvernements de type grande coalition. Et accélération de l'histoire, même ces grandes coalitions ne suffisent plus à faire émerger des majorités électorales d'élection en élection. C'est ce que vous voyez aujourd'hui à l'échelle européenne, où on est dans des situations de blocage, où on va retourner aux urnes une fois encore en Espagne, où la situation, dans une situation de blocage en Italie, en Autriche, en Suède, on pourrait faire la liste, puisque 14 des 28 pays au sein de l'Union européenne sont aujourd'hui dirigés par des gouvernements qui sont minoritaires au sein de leur propre Parlement. Minoritaires soit en eux-mêmes, soit avec la coalition avec laquelle ils dirigent, ils sont minoritaires au sein de leur propre Parlement. Donc la question de la souveraineté populaire que je viens de décrire à l'échelle européenne est bien sûr la même en France. D'une certaine façon, Macron n'est jamais rien d'autre qu'une grande coalition à lui tout seul. Rappelez-vous que celui-là a été élu avec 18% du corps électoral au premier tour. Et même au deuxième tour, face à Madame Le Pen,
fille de son père, Emmanuel Macron ne recueillait jamais que 43% du corps électoral, quand Jacques Chirac, 20 ans plus tôt, recueillait 65% du corps électoral face au père de la candidate de 2017. Donc, on a la question de la souveraineté populaire en tant que telle qui est sauvée avec cette entrée structurelle dans la démocratie minoritaire. Tout ça crée aujourd'hui un paysage qui nous amènerait à nous dire, d'une certaine façon, la question de la souveraineté, elle n'est plus exercée tant au niveau par l'État que par la question de sa propre représentation. Mais si je lis les deux, c'est qu'en tant que politique, j'ai dit que ce n'était pas une question technique, c'est une question éminemment politique. Je me refuse à dire que la France n'est pas et n'est plus aujourd'hui souveraine. La France peut redécider d'être souveraine dès lors qu'elle assume le choix politique, les choix de rupture qui permettent de le faire, et qu'elle met en place la méthode qui va permettre d'y arriver. Et cette méthode est une méthode qui lie les deux dimensions, qui lie la dimension de l'État, qui lie la dimension de l'État national avec celui qui doit être le dépositaire de cette souveraineté populaire. Pour créer le rapport de force, nous ne pouvons plus aujourd'hui mettre en place des stratégies de rupture dès lors que cette question de la souveraineté est assumée de manière monarchique. Monarchique entendu au sens de la souveraineté repose sur un seul. Ce qui est aujourd'hui la structure institutionnelle de la France avec la Ve République, où tout le pouvoir, avec notamment l'inversion du calendrier, avec la mise en place du quinquennat, mais plus encore avec l'inversion du calendrier électoral et toute la structure juridique des institutions de la Ve République, où tout le pouvoir se concentre en un seul. Et donc, à partir du moment où on accepte de dire et de revenir au fait que le dépositaire de la souveraineté populaire ne peut pas être ce un seul-là, ne peut pas même être une structure aristocratique du gouvernement prétendument des meilleurs, mais qu'on accepte de dire que le dépositaire de la souveraineté est le peuple, et que donc on relie la souveraineté à la souveraineté populaire, ce qui est logiquement la base de notre cadre institutionnel. Chacun a en tête l'article 3 de la Constitution de 1958, qui dit que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par le biais de ses représentants ou par référendum. Donc dès lors qu'on revient à ces deux questions, on peut revenir sur la scène internationale, sur la scène européenne notamment, pour proclamer que nous mettrons en place, si nous le souhaitons, parce que nous avons mandat pour cela, les politiques nécessaires. Alors, entendons-nous, il ne suffit pas d'avoir mandat populaire. Alexis Tsipras avait en 2015 mandat populaire pour aller mener la guérilla à Bruxelles, et malgré tout, il s'est retrouvé enfermé dans une pièce, et il a calé. Mais la question, à un moment donné, de donner mandat, et la question de celles et ceux qui doivent pouvoir porter ce mandat est une question extrêmement importante, et on ne peut pas les dissocier. La victoire populaire du traité contre le traité constitutionnel européen en 2005 ne s'est pas accompagnée des changements derrière des personnalités que nous aurions dû avoir. C'est pour ça que dès 2007 et en 2008, le traité de Lisbonne a pu être mis en place. Mais le personnel qui était celui qui portait la parole du oui en 2005, quel était-il sinon le président sinon Nicolas Sarkozy, sinon François Hollande, et par derrière la bande à Macron. Autrement dit, toutes celles et tous ceux qui finalement, sitôt la défaite, mais la défaite ponctuelle passée, ont pu reprendre les mains pour appliquer leur politique. Ça veut donc dire que le changement doit intervenir à la fois dans le pays en reprenant la main, en créant une surface et une hégémonie culturelle sur cette question-là, qui permettent de reprendre pied sur ces questions, mais également en faisant le ménage, parce que ce n'est pas vrai que les émissaires coloniaux de Bruxelles pourront être ceux qui vont aller combattre dans le cénacle bruxellois pour tordre le bras à l'hyperstructure européenne, à l'impérium technocratique tel qu'il s'impose aujourd'hui à nous. Voilà comment, à mon avis, ces deux questions doivent être liées, et comment finalement tout ça nous donne une idée de la manière dont il faut prendre les choses. C'est bien beau d'avoir dans la main un plan bien établi et d'aller traiter et de dire on va reprendre notre souveraineté sur tel et tel pan une fois que celle-ci a été dépecée et a été finalement mise en miettes pour être vendue subrepticement. Vous savez, c'est le grand discours de Philippe Séguin à la tribune de l'Assemblée nationale en 1992, quand il expliquait comment le fait de parcelliser la question de la souveraineté donnait à voir que, ou plutôt cachait le fait que celle-ci disparaissait et était dilapidée, l'air de rien. Eh bien, la question aujourd'hui
de la reconquête et de la recentralisation d'une volonté populaire. Le fait de remettre à l'ordre du jour la question d'un processus reconstituant, pas simplement d'une constituante, d'une assemblée constituante, et de décréter qu'à un moment donné, on va recréer les conditions pour se reforger en tant que corps politique. Mais le fait que les gens se réapproprient la discussion politique pour dire « nous sommes aujourd'hui dans une situation de blocage à tout niveau, où l'ordre actuel est un désordre permanent, et donc pour répondre à cette question-là, la seule question, c'est qu'il faut que nous redécidions par nous-mêmes ce qu'il convient de faire. Eh bien, c'est ce processus constituant-là qui peut être la clé, à la fois pour se redonner les marges de manœuvre au niveau national, pour faire le ménage sur la scène politique dont nous avons tant besoin, et pour dès à présent recréer les solutions communes dont nous aurons besoin pour la suite. Voilà. Je m'arrête là, la suite de la discussion, et j'imagine le débat permettront d'approfondir ces questions, mais j'ai essayé de vous livrer une manière d'articulation et surtout une perspective de sortie de crise sur ces questions-là. Merci. En remerciant Bastien Boully de son invitation et les organisateurs de ces rencontres républicaines, voilà, parce que la question de la souveraineté, évidemment, est au cœur du débat public, dans le champ politique depuis les années, évidemment, 90. Et elle n'a pas cessé, cette question, de prendre de l'ampleur jusqu'à aujourd'hui. D'abord, la France souveraine, qu'est-ce à dire? Et au fond, qu'est-ce que la souveraineté? La France souveraine, elle est au cœur de notre identité politique. Et malgré tout, elle est toujours au sommet de la hiérarchie de nos normes juridiques. Elle est dans la Constitution. L'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789, qui fait partie de la Constitution, via le préambule. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Et M. Koch le rappelait, il y a l'article 3 de la Constitution. La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par voie de référendum. La nation souveraine, c'est une condition de la démocratie. Et nous sommes attachés à la souveraineté nationale parce qu'il en va d'abord de la démocratie. Charles de Gaulle. La démocratie, pour moi, se confond avec l'idée nationale. Et Philippe Séguin, M. Koch le rappelait aussi, a fait un très long et très beau discours dans la nuit du 5 au 6 mai 1992, à la tribune de l'Assemblée nationale. Dans le cadre du débat qui était consacré, vous savez, au projet de loi sur Maastricht. Qu'on ne s'y trompe pas, dit Philippe Séguin, la logique de l'engrenage économique et politique mis au point à Maastricht est celle d'un fédéralisme au rabais, fondamentalement antidémocratique, faussement libéral, résolument technocratique. L'Europe qu'on nous propose n'est ni libre, ni juste, ni efficace. Elle enterre la conception de la souveraineté nationale et les grands principes issus de la Révolution. 1992 est littéralement l'anti-1789. Beau cadeau d'anniversaire que nous font les pharisiens du bicentenaire pour les 200 ans de cette République qu'ils encensent dans leurs discours et ruinent par leurs actes. Et plus loin, parce que ça me semble important de commencer par qu'est-ce que la souveraineté? Il l'explique. La souveraineté est une notion globale, indivisible, comme un nombre premier. On est souverain ou on ne l'est pas, mais on ne l'est jamais à moitié. La souveraineté est par essence un absolu qui exclut toute idée de subordination et de compromission. La souveraineté, cela ne se divise pas, cela ne se partage pas non plus, et bien sûr, cela ne se limite pas. La nation condition de la démocratie, mais aussi la nation condition de la solidarité. Les Français restent attachés à leur modèle politique, social, culturel, qui est porté par le triptyque nation, État, République, qui est le produit de leur histoire, de leur volonté. Ce modèle est constamment remis en cause, nous le savons, depuis longtemps par l'Union européenne, pour des raisons idéologiques. À l'heure de la globalisation, l'Union européenne correspond à un projet politique, en rupture profonde avec notre histoire politique, en rupture avec sa continuité historique. Un projet politique mené par une large partie de nos élites et qui vise à faire sortir la décision politique du cadre national et donc du peuple souverain. Si l'on entend ce que je viens de dire sur qu'est-ce que la souveraineté, ce que Philippe Séguin en dit, le constat, c'est que la France n'est plus souveraine et le peuple français n'est plus souverain. Donc l'Union européenne a été fondée délibérément sur un vice de construction, une organisation supranationale d'essence fédérale, en dépit de la pluralité des peuples européens. Or, il faut rappeler une décision de la Cour constitutionnelle allemande, le tribunal de Karlsruhe, 30 juin 2009, qui rappelle que le Parlement européen n'a pas la même légitimité que les parlements nationaux, car il n'y a pas
un peuple européen, il y a des peuples européens. Dans son ouvrage « La nation contre le nationalisme », Gilles Delannoy, professeur à Sciences Po, il écrit « L'Union européenne est un arrangement politique et bureaucratique, quasiment incapable de reculer et d'avancer, pire encore, incapable de penser et proposer plusieurs options à débattre. » Je passe sur ce que nous avons tous connu, le traité constitutionnel européen contourné, les Français ont voté contre, contourné en 2007 par le traité de Lisbonne, le TSCG, votre serviteur à l'époque était membre de l'Assemblée nationale, c'est ni plus ni moins qu'une constitutionnalisation d'une politique économique, donc je ne l'ai pas voté, la règle d'or, et que dire de l'euro, la monnaie unique, imposée à des peuples européens, aux économies et aux sociétés souvent si différentes. Le débat entre partisans d'une Europe respectueuse des souverainetés nationales et partisans d'une Europe fédérale n'a pas cessé depuis le traité de Maastricht. Et ce, malgré tous les efforts déployés par les dirigeants des principales formations politiques pour masquer les enjeux profonds d'une intégration européenne à marche forcée. Et Emmanuel Macron vint. Et ça me semble important de parler aujourd'hui du moment politique, car, comme le rappelait M. Koch, si on peut dire que juridiquement, la France n'est plus tout à fait souveraine, le peuple français a toujours les moyens d'être souverain. Ça, c'est absolument... Et d'ailleurs, ce qui est très émouvant, quand on regarde, quand on analyse les votes des Français depuis déjà bien longtemps, ce sont les classes populaires et les classes moyennes, moyennes inférieures, qui résistent, qui votent pour la souveraineté nationale, dans les grandes largeurs. Alors, les élections présidentielles et législatives d'avril et mai 2017 avaient révélé la lassitude des Français devant un paysage politique devenu absurde, les gouvernements de droite et de gauche menant depuis 40 ans la même politique, dans les grandes largeurs. Venu des rangs de la gauche, Emmanuel Macron a renversé la table, prenant acte de la vacuité de ce vieux clivage, en rassemblant les libéraux et européistes de droite et de gauche. Il l'a fait avec énergie et intelligence, organisant son corpus doctrinal autour des notions. Vous vous en souvenez, vous êtes attentif à ce qu'il dit. Il a au moins le mérite, par rapport à ses prédécesseurs, de conceptualiser les choses, de les annoncer. La République contractuelle, première jambe, la souveraineté européenne, deuxième jambe. À l'issue des échéances européennes de mai dernier, et en dépit des difficultés du moment, il a réussi à intensifier la recomposition politique dont il est l'acteur principal. Bon, il le fait avec ses mots, choisis avec soin. Il y a d'un côté les progressistes, lui, et de l'autre, au choix, les nationalistes, les populistes ou les conservateurs. Il le fait sur le champ de ruines qu'est devenu la gauche. Je vais m'attarder un peu sur la gauche. C'est là d'où je viens. Je ne sais plus ce que c'est, mais j'en viens, donc ça m'intéresse. Ruine électorale, bien sûr, avec la défaite historique du PS aux élections présidentielles et législatives. Ruine politique, surtout, avec l'abandon, d'abord camouflé, puis assumé, de ce qui fut pendant si longtemps sa vocation, la défense des classes populaires et plus largement du travail face au capital. L'incapacité de la gauche, malgré la forte personnalité de Jean-Luc Mélenchon, à emporter l'adhésion des Français les plus modestes, rencontre plusieurs explications, me semble-t-il, dont la principale est politique, effectivement. Le fleuve de la gauche est sorti de son lit national et républicain pour venir mourir sur les rives du néolibéralisme et du gauchisme, lesquels dominent sans partage la gauche depuis les années 80. Tous deux, dans des registres différents, professent la même détestation de l'État-nation, obstacle pour les libéraux à la mondialisation heureuse, et pour les gauchistes, faute de révolution permanente, beaucoup d'anciens trotskistes au Parti socialiste, La Révolution permanente, un ouvrage que vous connaissez, faute de révolution permanente à la déconstruction permanente. Le néolibéralisme de droite et de gauche s'emploie depuis plusieurs années à déréguler l'économie et à accompagner la désindustrialisation du pays sans état d'âme et sous la bannière étoilée de l'Union européenne. Le gauchisme, essentiellement culturel, depuis la fin des idéaux socialistes et communistes, est comme un canard sans tête. Il continue de courir, surtout au milieu des élites, mais ne voit plus vraiment où aller. Donc il s'est découvert un idéal de substitution qui vient des campus américains, c'est l'extension illimitée des droits individuels. J'en termine, donc je passe sur ce que je voulais vous dire sur le libéralisme, et je voulais vous dire, pour terminer, pour conclure, sur ce que nous pourrions faire et pourquoi nous sommes là. Car c'est aussi l'objet des rencontres républicaines. Nous sommes pour un rassemblement des forces nationales et patriotes et républicaines, vous l'avez compris.
Macron oblige les patriotes nationaux républicains de droite et de gauche à travailler ensemble afin qu'émerge une opposition crédible. On a besoin d'un débat public digne qui articule la confrontation des idées entre une majorité et une opposition, loin des jeux de rôle et d'appareil qui ne convainquent plus personne. Alors il y a une force politique utile à créer, que les Français attendent, qui reste à construire, dans l'héritage de la grande tradition nationale et républicaine, sociale et humaniste, qui va de Jean Jaurès à Charles de Gaulle, de Philippe Séguin à Jean-Pierre Chevènement. À l'exemple de ce qu'a accompli Emmanuel Macron pour les libéraux européistes, nous devons sortir de nos périmètres politiques, avancer au large et nous adresser à tous les Français attachés à l'autorité de leur État et la souveraineté de leur nation. En aurons-nous le courage et l'intelligence? La tâche est difficile, certes, mais exaltante, pour celles et ceux qui entendent rester des femmes et des hommes libres, ouverts au monde et fiers de leur pays, des Français libres. Je vous remercie. Bonjour à tous. On a fait cette réunion sur Paris et on pensait qu'on doublerait, qu'on triplerait, ou je ne sais, le nombre de spectateurs, d'invités de la fois dernière à Bourg-la-Reine. On nous avait dit que c'était la banlieue et qu'on avait du mal à déplacer les gens en banlieue. Bon, on a effectivement du monde ce soir, mais nous sommes loin de ce dont nous avons besoin comme public pour avancer. La question, c'est: la France est-elle encore souveraine? Moi, je ne représente pas une étiquette, même si elle m'a été donnée. Je suis là surtout pour représenter tout un courant d'idées qui, depuis plusieurs dizaines d'années, est présent dans la société française. Je suis d'un courant plutôt ouvrier, syndicaliste, avec des engagements politiques. Je fais partie d'un courant qui, depuis bien longtemps, en a assez d'être trahi, tant par la gauche que par la droite. Jean-Pierre Chevènement disait: la gauche a abandonné le peuple et la droite a abandonné la nation. En fait, on est complètement orphelin. C'est quoi aujourd'hui le monde ouvrier dans la société? C'est quasiment, ça n'existe plus. Plus personne n'est là pour ça. On a un parti communiste qui fait voter partout dans les communes des trucs sur glyphosate, les pesticides, voilà, pour sauver le peuple, alors que pendant des années, il a considéré que le goulag était une bonne chose pour la démocratie en Union soviétique. On est complètement désemparés sur ce qui se passe. Des gens comme moi ne se demandent pas, est-ce que la France est-elle encore souveraine? Pour nous, on se pose plutôt la question de la nation est-elle plutôt souveraine? Dans les mots qu'on emploie, on est plutôt sur ce genre de choses. Ce que je sais, c'est que si vous êtes là, c'est que vous avez des doutes sur la souveraineté populaire. Vous sentez tous que les élites mondialisées ont pris la main, que l'Union européenne dicte aux États, avec la complicité, bien sûr, des dirigeants de chaque État, parce que les choses que l'on doit faire. On pense que notre citoyenneté a été volée par les élites mondialisées. C'est ça qui nous révolte. Et ceux qui étaient censés nous représenter nous ont trahis. Dans nos centres d'intérêt, il doit y avoir aussi la justice sociale et la défense des ouvriers et des employés. Mais comment réussir cela si nous n'avons plus de souveraineté? Parce que pour pouvoir défendre des catégories, il faut de la souveraineté. Oui, la bataille pour la souveraineté populaire est prioritaire pour faire aboutir nos revendications. Les revendications, c'est quoi? La justice sociale, une meilleure répartition entre le capital et le travail des richesses produites. Aujourd'hui, 60% pour le capital, 40% pour le travail. Il serait temps de revenir au contraire, à minima. Au moins remettre 60% pour le travail, 40% pour le capital. Il faut augmenter les salaires et les retraites des bas et moyens revenus. Il faut renforcer les effectifs des impôts pour lutter contre la fraude fiscale. Il faut le renforcement des effectifs des inspecteurs du travail pour faire respecter le code du travail. Il faut le renforcement des effectifs de police nationale pour assurer le droit à la sûreté de tous. Il faut développer les maisons de justice dans les quartiers défavorisés
parce que l'accès à la justice, ça ne tombe pas du ciel. Il faut lutter contre la précarité énergétique et nationaliser une nationalisation totale du secteur de l'énergie et de l'eau. Parce que l'énergie et l'eau, c'est vital. Ce doivent être des choses régaliennes. Et puis, il faut surveiller le fait que les dirigeants ne bradent pas les bijoux de famille. ADP, on en parlera tout à l'heure. Pour cela, il faut une perspective pour la prochaine présidentielle. Il faut une perspective avec un homme ou une femme, mais il faut aussi une perspective avec un programme qui tienne la route, avec un programme qui ne soit pas juste la virgule de plus que le candidat d'à côté. Moi, j'ai fait partie de ceux qui, dans les années 80, considéraient que le programme commun était un peu faiblard. J'étais un peu gauchiste. Bon. Mais aujourd'hui, si on ressortait le programme commun, mais ils auraient tous des attaques. En fait, même les anciens trotskistes auraient des verrues. Enfin, bon. Donc, il faut retrouver, il nous faut un programme. Le programme commun de l'époque, même si les gauchistes de 20 ans que j'étais trouvaient qu'il était un peu tiède comparé aux espoirs de mai 68 qu'on pouvait avoir, c'était quand même pas... C'était pas n'importe quoi. Et ça a permis de mobiliser l'électorat et de mobiliser le peuple. Pour arriver à cette perspective, parce que je pense que c'est ça la perspective, nous n'avons pas besoin d'être dans les mêmes structures, nous n'avons pas besoin d'avoir le même passé. Il suffit simplement que nous ayons envie d'aller dans le même sens. Sinon, nous serons tous, chacun dans notre coin, invisibles et inaudibles. Il nous faut une campagne commune à mener pour défendre avec ardeur et détermination nos convictions. Il nous faudra retrouver la fierté de combattre pour la République et le bien commun. Comme disaient dans le temps certains de mes camarades, il faut d'abord vouloir, comprendre, pour pouvoir agir avec force. Aujourd'hui, c'est encore le temps de vouloir. Mais il ne nous reste plus beaucoup de temps pour décider, pour vouloir. Parce que dans très peu de temps, il va falloir agir. Y sommes-nous prêts à agir ensemble, avec toutes nos différences? Agissons pour que les citoyens entendent une autre version du monde que celle des chiens de garde, à savoir réchauffement climatique, remise en cause des acquis sociaux et soutien à l'impérialisme américain et à ses valets. Oui, notre tâche semble immense et difficile, mais c'est de cela dont il s'agit ici et maintenant. Comme je le disais lors des premières rencontres, pour réussir, nous devons avoir la volonté de n'arrêter le combat que quand nous foulerons aux pieds les corps des ennemis du peuple. Il n'y a pas de victoire sans conviction. En avons-nous? D'habitude, je parle quand on me pose la question de la souveraineté. Vous êtes sûr que... Certain. Bon. Est-ce que vous entendez Coralie au fond? D'habitude, quand on me pose la question de la souveraineté, j'évoque plutôt l'Union européenne, parce que c'est sur ça que je travaille en général, mais je me suis dit que puisqu'on était tous là ce soir, c'était possible d'avoir une action concrète dès maintenant, et c'est pour ça que je vais vous parler maintenant, pour ce qui me concerne, du référendum sur l'initiative partagée sur ADP, sachant que puisque je suis là et que je connais assez bien le fonctionnement du site désormais, s'il y a des gens qui veulent que je les aide à signer tout à l'heure, à la fin de la réunion, je le ferai volontiers sur mon téléphone. Il suffit d'avoir une carte d'identité. Alors, pourquoi je vous parle de ça et quel est le rapport avec la souveraineté? Ça paraît sans lien comme ça d'emblée, mais en fait, c'est pas du tout sans lien. Parce que cette affaire des privatisations, elle pose la question de
de la souveraineté du peuple contre les marchés, en fait. La question de la souveraineté, c'est pas seulement la question de la souveraineté nationale, c'est pas seulement vis-à-vis de l'Union européenne, c'est vis-à-vis du marché, c'est vis-à-vis du capital, et ça concerne tout un tas de domaines. Par exemple, le domaine du libre-échange, quand on signe des accords de libre-échange, ça porte atteinte à la souveraineté parce qu'on a, avec ce type d'accord, des tribunaux d'arbitrage qui sont des tribunaux d'arbitrage privés qui vont imposer des choses aux États. De la même façon, avec ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est-à-dire en privatisant de cette manière-là depuis bien longtemps et en donnant par l'intensité de ce qu'on leur donne comme infrastructure, en donnant du pouvoir à ce qu'on est en train de fabriquer, une classe d'oligarques à la française en quelque sorte, on fait que ces gens-là prennent le pouvoir et qu'ils poussent sans cesse leurs pions et vont un peu plus loin. Par exemple, suite à la privatisation des autoroutes, ce qu'on peut constater, c'est que aujourd'hui, les sociétés concessionnaires des autoroutes, qui n'avaient au départ que les autoroutes, poussent leurs pions plus loin et qu'elles sont en train de tenter de faire main basse aujourd'hui sur les routes nationales. Et ce qui est en train de se passer, ça fait très très longtemps que les sociétés concessionnaires autoroutières essayent de faire main basse sur les nationales en proposant ce qu'on appelle l'adossement d'un certain nombre de routes nationales, c'est-à-dire qu'elles proposent d'entretenir un certain nombre de routes nationales gracieusement, en fait, à leurs frais, en contrepartie du fait qu'on rallonge les contrats de concession autoroutière. Donc ça veut dire que ce qui était des contrats de concession pour une durée limitée vont devenir des contrats de concession à durée illimitée. Et pour Aéroports de Paris, ce sera exactement pareil, parce que en principe, ça doit être une concession de 70 ans, mais il est très probable que le concessionnaire, l'entreprise qui va décrocher la concession trouvera des moyens pour la rallonger ad vitam aeternam. Et de toute façon, il est prévu, et c'est une des grandes bizarreries de cette concession, il est prévu qu'à l'issue de la concession de 70 ans, l'État doive racheter ce qu'il a concédé. C'est-à-dire que ça ne lui reviendra pas automatiquement, l'État devra racheter les aéroports de Paris, et l'État étant impécunieux, comme chacun sait actuellement, et il le sera encore dans 70 ans, il est très probable que cette concession devienne une concession à durée indéfinie. Voilà. Donc, les aéroports de Paris, qui sont une très grosse entreprise, il faut savoir que cette privatisation serait la plus importante privatisation jamais réalisée en France, et qu'elle serait la plus importante privatisation jamais réalisée au monde dans le domaine aéroportuaire, et tout domaine confondu, elle serait la 3e plus importante privatisation jamais réalisée. Voilà. Donc ça donne une idée en fait de la ponction de souveraineté que va opérer le concessionnaire, parce que c'est un pouvoir exorbitant dont il va bénéficier, d'autant plus qu'il sera en situation de monopole. Le Conseil constitutionnel a jugé que la privatisation n'était pas contraire à la Constitution, car la privatisation d'un monopole de fait, constitutionnellement, c'est interdit. Le Conseil constitutionnel a jugé que la privatisation n'était pas interdite, et il lui a dénié à Aéroports de Paris le caractère de monopole de fait. Et ça, c'est très bizarre, parce qu'en fait, la manière dont il a jugé ça et les arguments qu'il a donnés sont très, très, très peu convaincants, en fait. Très peu convaincants. Alors, des arguments contre cette privatisation, il y en a pléthore. Je vais pas forcément tous les énumérer, parce que je pense que vous les connaissez. C'est une entreprise florissante dont le chiffre d'affaires comme le bénéfice net augmente chaque année. Le trafic passager augmente chaque année. Va être donné aux concessionnaires, en plus de l'entreprise stricto sensu, quelque chose comme 6700 hectares de terrain aux portes de Paris, et dont une très importante proportion
est constitué de prairies pour l'instant, donc ça va être des terrains qui vont être construits, qui vont être bétonnés. Donc ça pose une question en termes d'aménagement du territoire, de lutte contre les nuisances sonores, parce que à côté des aéroports, des 3 grands aéroports parisiens, il y a quand même des gens, et notamment des riverains, qui, en plus de ça, vont se voir probablement imposer pour un certain nombre d'entre eux des vols supplémentaires, parce qu'il y a un projet de construction d'un terminal 4 à Roissy, qui pourrait aboutir, si jamais il est effectivement construit, à ce qu'il y ait 500 vols de plus par jour. 1300 aujourd'hui, 1800 si jamais ce terminal 4 se construit. Donc pour les riverains, c'est une différence considérable. Il y aura probablement à partir de là des vols de nuit, etc. Et puis il y a la question écologique. Alors je pense que désormais, la question écologique préoccupe beaucoup les gens, et je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'en servir pour convaincre les gens de soutenir le référendum, dans la mesure où il y a cette affaire de Terminal 4 Roissy qui va augmenter le nombre de vols, donc c'est plus de kérosène, et il y a la question du bétonnage des sols qui pose aussi tout un tas de problèmes, d'autant plus que c'est connecté au projet EuropaCity, qui est ce projet géant dans le nord de Paris, qui consisterait à créer un grand espace commercial avec parc de loisirs, comprenant même une piste de ski, et quelque chose comme 500 nouveaux commerces. Donc ça va finir par faire énormément de béton. Voilà. Donc, enjeu financier, une entreprise rentable, enjeu écologique, enjeu d'aménagement du territoire, enjeu de santé publique, et puis il y a la question de souveraineté par excellence, qui est la question de la frontière, en fait. La question de la frontière, les 3 aéroports à eux 3 constituent la principale porte d'entrée du pays. Alors, quand on évoque cette question de la frontière, on s'entend toujours répondre, oui, mais c'est toujours l'État qui va contrôler, qui va assurer les douanes, le contrôle des passagers, etc. Oui, mais enfin, par principe, on ne privatise pas la frontière. Ça vraiment, c'est même pas un enjeu de sécurité, parce que probablement que ça continuera d'être bien fait, mais c'est un pur enjeu de souveraineté. Oui. Alors, la campagne est difficile, je conclus juste comme ça. On s'est aperçu que l'affaire était très peu médiatisée. Elle est difficile donc parce que les gens ne sont pas au courant. Il y a le Média qui a réalisé une petite émission au mois d'août qui avait comparé le nombre d'articles de presse qui étaient sortis au début du grand débat, et sur un même laps de temps, le nombre d'articles de presse qui sont sortis sur la question du RIP. C'était un rapport de 500 pour 13 000. Voilà. Donc c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que moi j'en parle maintenant partout où je peux aller et partout où je peux aider. Parce que je pense qu'il n'y a que la mobilisation citoyenne qui peut nous aider à franchir la barre qui devient maintenant urgente du 1er million. Je pense qu'il faut la franchir rapidement et que ça aura un impact psychologique important. Voilà. Merci en tout cas à Bastien et à Jean-Pierre d'avoir organisé cette soirée, cette rencontre. Quand vous m'avez proposé d'intervenir, étant donné la question, j'ai immédiatement accepté. Et pour paraphraser fort maladroitement un homme illustre de ce pays, vers une question compliquée, j'ai pris ma voiture avec quelques idées simples. Et quelques débats, quelques questions en réalité que je souhaite poser. Je terminerai en rebondissant sur ce qu'ont dit déjà quelques-uns d'entre nous ici, sur la nécessité du rassemblement et de la capacité que nous devrions avoir à ensemble faire quelque chose. La France est-elle souveraine ? Alors on va dire oui, si on regarde le titre de la Constitution, qui a déjà été évoqué à plusieurs reprises, bien évidemment, toute souveraineté réside dans la nation. De ce point de vue, nous sommes d'accord. Je pense néanmoins que toutes les attaques qui ont été faites contre cette souveraineté, on les a tous en tête. Elles sont juridiques, elles sont économiques, et elles s'articulent extrêmement étroitement, et elles sont faites pour effectivement, non pas détruire la souveraineté fondamentalement, parce que je ne pense pas que c'est de cela dont il s'agit. Je crois qu'en réalité, le XXIe siècle qui a commencé, politiquement parlant, que ce soit en France, en Europe ou même dans le monde, et j'essaie de regarder les choses
par rapport à ce qui se passe un peu partout d'un point de vue géopolitique et géostratégique. Je crois que justement la grande bataille politique dans laquelle nous sommes déjà entrés, c'est justement la bataille de la souveraineté. On peut le voir un peu partout, ça s'exprime de façon diverses et variées, avec des formes qui sont propres à l'histoire et au génie de chaque peuple. Mais on sent bien que par rapport à les déréglementations néolibérales, et je précise bien donc néolibérales, qui sont mises en œuvre depuis quasiment un demi-siècle, et on a vu le terrain d'expérimentation, on a fêté le 11 septembre il y a 3-4 jours. Le 11 septembre, pour moi, ça reste aussi, et d'abord la date de l'assassinat et du coup d'État de Salvador Allende au Chili, où c'était véritablement là une terre d'expérimentation sur un État, sur un pays tout entier, des théories néolibérales. Donc on sent bien qu'il y a là il y a un parcours qui existe, qui est un parcours idéologique, et qui a réussi à prendre le contrôle, effectivement, politiquement parlant, juridiquement parlant, intellectuellement parlant, des élites, et en tout cas de celles et ceux qui avaient intérêt à ce que ce schéma puisse se développer sans contrainte, ou sans contrainte, en tout cas avec le moins de contraintes possible. Et que cette bataille de la souveraineté, elle a déjà commencé à faire rage. On voit ce qui s'est passé aux États-Unis, par exemple, l'élection de Donald Trump. Je crois qu'il faut aussi l'analyser sous cet angle. Ce qui s'est passé en Italie, et en réalité, s'il y a un coup d'État qui s'est passé en Italie, c'est pas avec le Brexit, enfin, c'est pas avec Boris Johnson qui a demandé la suspension du Parlement. C'est plutôt ce qui s'est passé au sein du Parlement italien, qui a réussi, enfin il a été maladroit aussi, Salvini, hein, politiquement il n'a pas été très malin, qui a réussi à mettre en place un gouvernement euro-compatible, on va dire, mais qui ne change strictement rien aux conditions qui ont permis l'émergence de 5 étoiles, par exemple, et de Salvini en particulier, politiquement parlant, en Italie. Les conditions sont toujours là, et elles sont toujours à l'œuvre. Ça ne changera strictement rien à ce niveau-là. Et qu'aujourd'hui, la grande bataille de la souveraineté, c'est de savoir, en tout cas c'est l'analyse qui est la mienne, à qui appartient la souveraineté. Nous sommes de ceux qui pensons que la souveraineté réside dans le peuple, mais on voit bien aujourd'hui qu'il y a un mouvement mondial, idéologique, politique, juridique, et on peut l'analyser très clairement à travers l'ensemble des traités de libre-échange qui sont signés, alors le CETA, le Mercosur, l'ALENA, enfin tout ce que vous voulez, et où la question même de la souveraineté, c'est de la retirer de la nation pour l'accorder à une entité de nature différente. Et on peut l'analyser très clairement à travers l'évolution de ce que devient le droit commercial, par exemple. L'importance de plus en plus grande des affaires qui peuvent passer devant un tribunal arbitral. Les affaires également qui peuvent concerner des intérêts divergents entre un État et une multinationale, où le droit de la multinationale pourrait à un moment donné être décrété supérieur à celui de l'État en question auquel elle est opposée. Et donc on voit que la tentation est non pas grande, elle est là, elle est à l'œuvre, elle est en train d'être non seulement expérimentée, mais d'être mise en place, où la souveraineté, globalement et pour schématiser, passerait de la nation au conseil d'administration des grandes multinationales mondiales. D'où l'enjeu aussi qui tourne autour des fameux GAFA, qui est un véritable enjeu, pas seulement fiscal, évidemment fiscal, ça passe aussi par là, mais qui est d'abord et avant tout et fondamentalement un enjeu de souveraineté et un enjeu politique. Et c'est ce qu'a illustré à l'instant Coralie, avec cette affaire de la privatisation des aéroports de Paris, qui est effectivement un enjeu de souveraineté, dans la mesure où c'est aussi cette capacité que nous aurions, que nous avons, à contrôler ces grandes routes commerciales qui sont celles d'aujourd'hui
et qui était, que je compare, comparaison n'est pas raison, nous sommes bien d'accord, mais au contrôle que pouvait être dans le monde colonial ou avec la grande compagnie des Indes par exemple, le contrôle des comptoirs, ou dans les grandes caravanes africaines et moyen-orientales, le contrôle des caravansérails. Et qui contrôlait cela? Contrôlait en réalité le reste. Donc cette question de la souveraineté, elle est bien évidemment déterminante. Je pense qu'il y a des motifs d'espérer, mais encore faut-il ne pas les mépriser. Moi, j'ai été quand même particulièrement marqué et intéressé. On en pense ce qu'on en veut. On va dire il y a des dérives, il n'y a pas de dérives. Mais enfin, vous savez, un mouvement proto-néo-révolutionnaire, et même révolutionnaire, lequel n'a pas connu un certain nombre de dérives. Mais par ce qui s'est passé et ce qui se passe avec les Gilets jaunes. Et cette tentative par les Gilets jaunes de réarticuler justement et la question nationale, donc la question de la souveraineté, avec la question sociale, donc celle des enjeux économiques, et de la capacité de contrôler et à la fois ces enjeux, donc de contrôler son destin. Et je suis intimement convaincu que le monde dans lequel nous entrons, politiquement parlant, et donc qui sera un combat de plusieurs décennies, il ne faut pas se faire d'illusions. Alors Hegel disait qu'il y avait des ruses de l'histoire, donc il y en aura peut-être des ruses de l'histoire, il y aura des choses qui nous permettront d'accélérer le mouvement, il y a d'autres choses qui au contraire seront des moments de ralentissement, de difficulté, mais que la grande bataille qui va dominer le XXIe siècle, et dans laquelle, je crois, fondamentalement, la France a un rôle particulier à jouer, et le peuple français a un rôle particulier à jouer au nom de l'histoire, pas seulement au nom, mais aussi de notre histoire et de ce que nous avons apporté, cette vision justement de la nation citoyenne, de la nation républicaine, de l'articulation de l'universalisme avec l'internationalisme en même temps. Et je vais bien évidemment en conclure là, puisqu'on me rappelle déjà à l'ordre, que nous avons un rôle éminent à jouer. Et donc nous avons cette question qui est devant nous, et qui surdétermine tout le reste. La gauche, la droite, oui, je ne dis pas que ça n'existe pas, nous sommes d'accord, ça existe. Difficilement aujourd'hui, on en a tous bien conscience, mais que la question aujourd'hui n'est plus véritablement celle-là, et que qui dit souveraineté ne dit pas d'ailleurs isolement, bien au contraire, mais qu'il est justement cette capacité, je reste à ce niveau-là jaurétien, un peu d'internationalisme éloigne de la patrie et beaucoup y ramène. Vous connaissez la formule, hein, un grand classique, mais qui reste fondamentalement vrai, puisqu'on parle d'intellectuels. Moi je crois à cette synthèse nécessaire, indispensable, de la patrie, de la République, de Jaurès et de Péguy. Moi j'en suis intimement convaincu. Et je crois que c'est ce chemin-là qui s'ouvre devant nous. Il faut que nous prenions le temps de l'analyser, de le comprendre, si possible, afin d'en faire un objet politique qui puisse devenir efficace. Et je crois que c'est, pour faire référence à Jean-Philippe, c'est le moment politique dans lequel nous sommes et qui vient de s'ouvrir devant nous, et que notre génération et les générations qui vont suivre vont devoir répondre, parce que la légitimité est inséparable de la souveraineté. J'arrête, Jean-Pierre, j'arrête. Merci, merci. Bon, eh bien, je dirais la même chose que les autres. Merci pour cette invitation et l'organisation de ce débat. Que ce soit qu'il y ait plus de monde ou moins de monde, importe, mais importe assez peu. Il est important que l'on continue à se rencontrer. Alors, je me vois bien embêté, puisque les choses essentielles ont été dites et très bien dites. Bon, pour répondre à la question, est-ce que la France est toujours souveraine? Moi, je répondrais directement que non, en prenant quelques exemples. Et comme les autres, je rappellerai l'article 1er et l'article 3e de notre Constitution. Je ne vais pas les relire, ils ont été dits par François Coq et Jean-Philippe Mallet, entre autres. Et d'ailleurs, je suis plutôt globalement d'accord avec ce que dit François, à l'exception du processus constituant, puisqu'on a une très bonne Constitution. L'article 1 et 3 le montrent, malgré 17 réformes qui l'ont appauvri, qui lui ont enlevé sa force populaire, justement, sa force de souveraineté populaire, à dessein. Et il faut quand même rappeler où on en est. On est quand même dans un pays où
nous avons des entreprises comme Dassault ou Safran qui peuvent produire des drones militaires. Je pense à Neuron chez Dassault, mais qui ne sont pas produits parce que les pouvoirs politiques de gauche et de droite ont décidé qu'on achèterait des drones américains Mal et Reaper, qui ont la particularité extraordinaire dans le contrat qui a été signé pour voir le niveau de perte de souveraineté, c'est important les détails, que on demande l'autorisation de les utiliser alors qu'on les a achetés et l'information est d'abord envoyée au Pentagone. Nous avons des élites politiques qui ont accepté cela. Nous avons des élites politiques comme François Hollande qui a été espionné par la NSA, aidé en cela par le service de renseignement allemand et qui, pour toute reproche, a convoqué, enfin Fabius a convoqué l'ambassadrice des États-Unis pour prendre le thé et puis rien n'en est sorti. D'ailleurs, montrant qu'ils étaient parfaitement rassurés, contrairement à la volonté de l'état-major français, ils ont décidé de céder, de faire en sorte que le système d'exploitation informatique du nouveau ministère de la Défense, à Ballard, soit Microsoft. Bon, là, on est quand même à un niveau de trahison qui ne sera dépassé, évidemment, que par notre ami Macron, qui est la quintessence parangon de tous les autres qui se suivent depuis une quarantaine d'années, qui, lui, carrément, a vendu Alstom, c'est-à-dire cette entreprise qui produit les chaudières nucléaires, qui pousse les sous-marins nucléaires, qui assure en définitive la souveraineté ultime de la France par le feu nucléaire qu'apportent nos sous-marins nucléaires. Et là, on est quand même normalement dans de la haute trahison dans tout pays normaux, mais ce n'est pas le cas. Voilà, quelques exemples. Et puis, Coralie Delhomme a lancé une lutte qui est centrale sur ADP, mais ADP n'est que le énième exemple. Il y a eu Alcatel, et puis donc Alstom, et puis Alcatel et Alstom avant étaient la CGE, que connaît très très bien ici Jean-Charles Ourcade, et puis il y a eu Péchinet, et puis Rhône Poulenc, enfin bon, un nombre d'entreprises incroyables, puissantes, détenues par l'État, Usinor, on va faire la liste, mais qui ont été systématiquement détruites et sabordées. Et ce que je veux dire, c'est que si je pense que la souveraineté est une volonté. Voilà, c'est ce que disait Jean-Philippe Létron, il n'y a pas de victoire sans conviction, mais en face, il y a des convictions et il y a un ennemi qui a une volonté forte, sur le long terme, de détruire l'État et la démocratie. Et ça a été très bien dit tant par Coralie Delhomme que par Claude Nicollet, c'est qu'il y a un grand transfert des pouvoirs. Et c'est la grande transformation qu'a si bien décrit Karl Polanyi, mais qui est encore plus accélérée que celle décrite par Karl Polanyi, qui est un transfert du pouvoir politique détenu par les citoyens ou indirectement détenu par les citoyens vers les multinationales et les banques. Et il est important de se rendre compte. D'ailleurs, en dehors de l'ADP, il y a aussi la Française des Jeux. Parce que ce qui s'est passé un petit peu en sous-marin durant cet été, enfin depuis février, c'est quand même la non-reconduction des emplois des percepteurs des impôts et la proposition que les impôts soient perçus par les entreprises, donc par les ressources humaines des multinationales ou des grandes entreprises. Et bien sûr que maintenant, avec la vente de Française des Jeux, on puisse payer une partie de ces amendes et de ces impôts par le terminal de la Française des Jeux chez les buralistes. C'est même la collecte de l'impôt qui est abandonnée volontairement par l'État. Et tout cela se fait avec l'argument central et permanent qui est celui de la dette. Et je pense que si on doit lutter pour reconquérir la souveraineté, il faut le faire de la même manière que l'ont fait tous les grands leaders qu'a connu la France. Il y a un dénominateur commun à Robespierre, à Philippe le Bel, à De Gaulle, à Poincaré, à Clémenceau, à Turgot, à Richelieu, c'est d'avoir, ou à Sully, qui a une méthode proche de celle proposée par Mélenchon, qui se propose de récuser toute ou partie de la dette. Et c'est le seul moyen, car c'est bien l'argument qui est utilisé, il faut vendre ADP, il faut vendre ceci, il faut vendre cela, parce que nous devons payer cette terrible dette qui n'est jamais remboursée, qui ne fait que s'accroître, et donner encore plus d'arguments pour vendre davantage des parts de souveraineté, entre autres par ces entreprises qui sont bradées, comme l'a très bien expliqué Coralie. Donc, je crois que pour résister à ce dépérissement de la souveraineté,
il faut continuer à nous réunir, il faut continuer à porter des combats concrets comme celui de la défense des aéroports de Paris, ou comme nous on l'a initié à République Souveraine avec la défense de Naval Group, qui est encore une autre énième trahison qu'on ne peut pas aborder parce que ça prendrait trop de temps, mais qui est du même acabit que toutes les autres, et puis de faire confiance au peuple. Parce que si la souveraineté populaire, ça a été dit encore une fois avant, elle émane du peuple, et au début... Sébastien, tu disais, nous élisons, donc nous avons quand même un pouvoir, cette souveraineté a un pouvoir, mais justement le peuple, si on s'en rend bien compte depuis 2005, donc depuis le référendum sur le TCE, où les catégories populaires, massivement, se sont mobilisées, ont voté non, le peuple se rend compte que non, nous n'élisons rien. Et que le transfert de pouvoir, pour quelqu'un qui est ouvrier et qui perd son entreprise dans des zones désindustrialisées de France, il a compris depuis longtemps que non, sa voix ne compte plus. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'extraordinaire au mouvement des Gilets jaunes, c'est cette mobilisation qui a eu lieu, spontanée, mais également toutes ces actions jugées violentes par ceux-là même qui bradent l'État, bradent la démocratie et bradent notre souveraineté, qui consistent parfois à conspuer un petit peu les députés macronistes, à emmurer leur permanence ou à jeter du papier toilette sur leur maison. Bon, c'est un peu moins grave quand même que de se faire guillotiner, mais... ça signifie bien qu'on est quelque part comme en 1789, au moment de la Grande Peur. Le peuple se rend bien compte où est le pouvoir et où il faut frapper. Et si on ne lui emboîte pas le pas, eh ben nous ne servirons à rien. Voilà. Bonsoir à tous. Je me trouvais hier sur le plateau d'une chaîne d'information continue pour commenter en direct le discours de rentrée de Marine Le Pen avec... d'autres journalistes ou une présidente d'institut d'opinion. Nous entendons ce discours, ça n'est pas le sujet de ce soir. Et cette présidente d'un institut de sondage d'opinion, je ne sais quoi, universitaire, commente, une fois le discours fini, ce discours en disant « mais c'était vraiment un discours d'extrême droite ». Oui, enfin, oui, ce n'est pas... C'est surprenant, mais pourquoi ? Eh bien... elle a employé les mots nation, patrie, peuple. Vous voyez bien que c'est un discours d'extrême droite. On savait depuis quelque temps déjà qu'un certain nombre de gens dans ce pays, des partis même, des personnalités politiques importantes, considéraient que ces mots étaient devenus la propriété exclusive, effectivement, de l'extrême droite, qu'il ne fallait plus les employer, qu'ils n'appartenaient plus à notre vocabulaire. Et peut-être que sur cette lancée, bientôt même la France sera un gros mot. Ne désespérons de rien. La France, c'est un État-nation. Et c'est-à-dire que c'est la traduction juridique institutionnalisée d'une volonté de vivre ensemble autour d'une langue, d'une culture, d'une histoire, d'un passé, d'un mode de vie, peut-être d'un projet, après tout, pourquoi pas. Et cette forme administrative donnée à la nation, qu'est l'État, s'enracine chez nous dans une tradition plusieurs fois séculaire, à n'en pas douter, et même on peut la faire remonter à l'Ancien Régime d'une certaine manière. De la même façon, partout en Europe existent des nations, et notamment en Europe de l'Est, des nations, des États-nations, dont on a du mal à comprendre qu'ayant tout récemment reconquis leur liberté et leur indépendance, ils y soient singulièrement plus attachés que nous ne le sommes nous-mêmes, ou en tout cas nos gouvernements. On nous a expliqué de diverses sources ces derniers temps, ces dernières années, que la nation, c'était un archaïsme, c'était un anachronisme, que c'était une forme destinée à être dépassée et à disparaître. Et que constatons-nous quand nous regardons le monde autour de nous? Que c'est un mensonge, que c'est une absurdité. Nous voyons partout l'État-nation s'imposer, c'est la Confédération au contraire qui est l'exception, et l'Union européenne qui devait être un modèle, qui devait être un exemple pour l'univers entier, et pour nous en particulier naturellement, est au contraire une entité qui ne répondant à aucun des critères qui justifient l'existence des nations, n'a pas de raison d'être, et qui s'effiloche
et qui, je crois que nous sommes nombreux à le souhaiter ici, mais le souhaiter est une chose, le prévoir en est une autre, qui, je le souhaite et je l'espère, s'en ira bientôt en lambeaux. Dans la conception traditionnelle, à l'intérieur de l'État-nation, je reconnais que c'est un peu étriqué, de la vie politique, on avait une pyramide des pouvoirs qui était assez simple et assez logique, me semble-t-il, c'est-à-dire qu'à l'échelon de la commune, le maire était un élu local qui défendait ses administrés. Le député était un élu national, mais également un élu local qui défendait sa circonscription. Quant au président, dans notre Constitution, il était en charge de la nation et assurait, autant qu'il le pouvait, sa sécurité, sa prospérité, sa pérennité et, le cas échéant, et s'il le pouvait, sa grandeur. Emmanuel Macron, élu de peu, élu après une campagne à la hussarde, ça n'est pas un reproche, c'est une constatation, a une analyse différente de ce que doit être la vie politique, pourtant dans le cadre de l'État-nation. C'est-à-dire que, outre sa charge présidentielle de chef de l'État, qui pourtant me semble assez lourde, et peut-être même trop lourde pour ses épaules, si large qu'elle soit, outre sa charge présidentielle, il s'est inventé un rôle et une mission de leader de l'Europe, mission dont il n'avait pas le mandat. Et c'est en fonction de cette mission qu'il a inventé l'étrange, l'extravagante théorie des deux souverainetés, comme si une souveraineté pouvait être autre chose qu'exclusive d'une autre souveraineté. Partager la souveraineté, c'est ne plus avoir de souveraineté. Et dès l'instant que, comme le souhaite et avait commencé à le réaliser Emmanuel Macron, dès l'instant qu'il y a des autorités supérieures à l'autorité nationale, une banque en matière de monnaie, un conseil de ministre des Finances en matière de budget, une commission en matière de surveillance et de contrôle de l'État-nation, il n'y a plus évidemment d'État-nation, c'est une autre souveraineté qui se substitue à celle dont il avait reçu la charge et charge qu'il trahit jour après jour. Élu, juridiquement c'est incontestable, élu de peu, je le disais, on l'a rappelé aussi, je n'y reviens pas, c'est évident, et c'est du haut d'une légalité indiscutable, mais d'une légitimité pour le moins contestable et en tout cas fortement contestée, qu'il se permet de juger, et que les médias, nous n'avons pas parlé des médias, ça n'est pas le sujet de ce soir, il y aurait beaucoup à dire, que le président, son parti, sa majorité et ses médias passent leur temps à dauber sur les démocraties illibérales des pays de l'Est. Je laisse de côté le contenu politique de ces démocratie illibérale. Je constate cependant qu'en Pologne ou en Hongrie est menée à la satisfaction d'une majorité de Polonais et de Hongrois une politique économique, sociale, culturelle, qui fait que ces gouvernements ont une légitimité, ces présidents ont une légitimité qui manque singulièrement aux nôtres. On aimerait, dans un certain nombre de pays qui sont si fiers d'eux qu'ils donnent des leçons au monde entier constamment, on aimerait que le gouvernement ne s'appuie pas seulement sur une majorité parlementaire, mais sur une majorité dans le pays. Et disposer à la fois d'une majorité parlementaire et d'une majorité nationale est quelque chose qui, me semble-t-il, confère une légitimité singulièrement plus forte et moins contestable que celle qui est l'apanage de nos présidents depuis quelques décennies maintenant, puisque nous avons des présidents qui, dès le premier jour de leur mandat, élus par une minorité, réussissent, grâce au système électoral français, à se constituer une majorité omnipotente au Parlement, et néanmoins sont contestés par une majorité des citoyens, d'où l'abstention, d'où les révoltes que l'on constate. Pourquoi y a-t-il un surgissement en France et dans tous les pays européens de mouvements populaires, dits populistes, ou de mouvements nationaux, dits souverainistes? C'est parce qu'en France, comme dans beaucoup de pays d'Europe, on considère qu'il y a un fossé, un décalage entre des élites déconnectées et déconsidérées et le peuple dont elles ne prennent pas en compte ni les souffrances, ni les frustrations, ni les aspirations, ni les revendications. C'est le cas en France, c'est le cas en Italie, on a parlé de l'Italie, on a parlé de la Grande-Bretagne, et là encore, le dédain dont on accable Salvini ou Boris Johnson n'empêche pas, me semble-t-il, que si l'on votait ou si l'on avait voté ces jours-ci
aussi bien en Italie qu'en Grande-Bretagne, le peuple, et oui, aurait donné plutôt raison à ceux que l'on vilipende plutôt qu'à ceux qui se prétendent des défenseurs de la démocratie et n'en offrent que la caricature. Car qu'est-ce qu'une démocratie parlementaire ? Qu'est-ce qu'une démocratie représentative si les représentants ne représentent pas la réalité d'un peuple ? Excusez-moi, je n'arrive pas à me relire naturellement, même accident que d'habitude, je vais conclure. Nous vivons, comme dans d'autres pays, sous un régime qui est largement inféodé aux puissances d'argent, on l'a dit, et qui est largement vassalisé par les États-Unis. C'est comme ça. Et lorsque l'on dit que la France a adhéré à ceci ou à cela, que la France a suivi telle ou telle évolution, la France, si l'on entend par là le gouvernement, les gouvernements qui se sont succédés, c'est indiscutable. Mais il est quand même à considérer que depuis maintenant 30 ans, ce ne sont pas les Français qui ont présidé aux évolutions de leur propre pays. Depuis que le traité de Maastricht a été approuvé à une très faible majorité, mais il a été approuvé, c'est un fait. Et il bénéficiait du soutien extrêmement fort du président précédent, Valéry Giscard d'Estaing, du président en fonction, François Mitterrand, et du président à venir, Jacques Chirac. Il a été adopté de justesse. Depuis lors, on s'est bien gardé de consulter les Français, en quelque occasion que ce soit, sur ce qu'ils voulaient que leur pays devienne en soi et par rapport à l'Union européenne. La seule fois où on les a consultés, on l'a aussitôt regretté et on s'est arrangé pour ne pas tenir compte du vote qu'ils avaient émis. Pressé par le temps, pressé impitoyablement par Bastien Gouly, je passe sur certains développements auxquels vous échapperez, je les regrette, et vous ne saurez jamais ce que vous avez manqué. Encore pardon. Mais je conclus d'une phrase, quatre phrases. Aux heures où ce pays était en péril, c'est l'union de tous qui a prévalu. C'est l'union sacrée. C'est le cas lors de l'an 2. C'est le cas pendant 4 années, ce qui nous paraît incroyable aujourd'hui, entre 1914 et 1918. Ça a été le cas aussi au total de ce qui s'est passé en France entre 1943 et 1945, où tout s'est effacé devant l'idée et la volonté de la libération et provisoirement devant le libérateur. Si nous sommes ici aujourd'hui à cette tribune, alors que nous avons des origines très diverses, c'est que nous avons une orientation convergente. Nous sommes d'accord sur l'essentiel, et ce qui est rarissime, c'est que, étant d'accord sur l'essentiel, nous avons la volonté de faire passer l'essentiel avant l'accessoire. C'est pour ça que nous sommes ici, c'est pour ça que nous souhaitons nous rassembler, nous réunir, non pas pour parler seulement, mais pour agir et pour peser autant qu'il sera en notre pouvoir sur l'évolution, le destin et l'avenir de notre pays.